Alors d'abord, la préparation, c'est parce que rien n'est improvisation. Quand on improvise, c'est la porte ouverte à tous les dangers. La compréhension de l'adversaire, c'est de dire, si j'étais à sa place, comment est-ce que je ferais? Eh bien, tu commences à avancer dans les modes qui sont les modes opératoires qui te sont propres. Quand les Twin Towers se sont effondrés, tout le monde a dit, mais comment ils n'ont pas compris? Il y en a qui se formaient à gauche et à droite, à piloter des avions, etc. Il y avait des signaux faibles. Mais ils n'avaient pas la sensibilité de capteur pour que ça allume des petites lampes et dire attention à ces signaux faibles. La guerre du temps, c'est pas forcément de dire on fait tout plus vite. La guerre du temps, ça peut être aussi je veux que ça traîne parce que j'ai besoin de un quart d'heure, j'ai besoin de 20 minutes, donc c'est moi qui imprime le déroulé. L'instructeur au début nous avait dit il ne faut jamais confondre vitesse et précipitation. Donc quand tu fais des trucs en vitesse, c'est là où tu dois prendre ton temps pour le faire, et plus tu seras habitué à le faire, et plus tu iras vite. Que ce soit l'entreprise ou que ce soit une unité, je veux dire, on a fait la mission, mais demain il y en a une autre. On a évoqué plusieurs thématiques. Euh, Il y en a une qui revient tout le temps. Je sais qu'elle t'a, enfin, t'as une vraie affection pour ça, qui est en fait la maîtrise du temps. Et je dirais même plus la guerre du temps. Donc comment en fait ce temps-là, t'arrives à en faire ton allié? Alors, le temps, c'est fondamental d'ailleurs. Et c'est connu, il y a même des gens qui disent qu'il faut être le maître des horloges. C'est ça le temps. C'est-à-dire disposer toi du fait que tu auras plus de temps ou moins de temps. Euh, la guerre du temps, c'est pas forcément de dire on fait tout plus vite. La guerre du temps, ça peut être aussi je veux que ça traîne parce que j'ai besoin de un quart d'heure, j'ai besoin de 20 minutes. Donc c'est moi qui imprime le déroulé. Et le déroulé ne m'est pas imposé par le temps. Alors certes, dans ce qu'on a travaillé beaucoup avec Ouda, c'est de raccourcir la boucle de décision. C'est-à-dire le paradoxe, c'est que tu as de plus en plus d'informations, on demande de plus en plus de réagir vite. Donc à la rigueur, le gars il dit ben donne-moi 2 informations au lieu de m'en donner 1000, comme ça je réagirai plus vite. Sauf que à 1000 informations, il sera peut-être plus pertinent et plus efficient. Hmm. Et Ouda, on a la prétention de dire on fait beaucoup, 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 beaucoup d'informations pour aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. On cultive un paradoxe. Donc le temps, c'est à la fois euh, entre ce que je comprends et la façon dont j'agis, cette phase-là, je dois la raccourcir le plus possible. Comment vais-je faire pour la raccourcir? C'est dans la boucle OUDA, comment je vais faire pour aller à l'action le plus vite possible, sachant que l'action, c'est ni plus ni moins qu'une suite entre la compréhension, l'analyse de ce que je peux faire face à cette compréhension de ce qui m'arrive, la décision de ce qu'on va faire, et après l'action, c'est-à-dire que je la partage avec d'autres, parce que je ne suis pas tout seul à faire, donc on va être plusieurs. Donc même le phénomène compréhension, analyse, décision, action, c'est un phénomène collectif. Donc comment va-t-on faire pour que tout ça, on essaye de faire qu'entre le moment où on me prévient et le moment où j'agis, je suis le plus proche possible du temps réel, ou le moins loin possible du temps réel. Donc c'est ça le temps. Mais le temps, comme je le disais au départ aussi, c'est de dire, ben, j'ai besoin de temps. Parce que pour aller d'un point A à un point B, ça va me prendre un quart d'heure ou 20 minutes pour faire la mise en place de mes gars, ça va me prendre 20 minutes. Donc il faut que je gagne du temps. Alors d'un côté, je vais dire il faut que j'aille plus vite, et de l'autre côté, Faut que tu il gagnes faut du que je temps. dise faut que je ralentisse sans que ça me pénalise. Comment tu fais pour faire ça? Alors, il y a une des premières clauses, c'est le négociateur. Négocier, c'est vraiment être le maître du temps. C'est-à-dire qu'on voit toujours dans les films, oui, si vous ne faites pas ça avant midi, donc tu sais que tu as une deadline à midi. Jusqu'à midi, un des rôles du négociateur, ça va être d'acheter du temps. Dire non, on va essayer d'aller jusqu'à 13 heures. Bon.
Le négociateur est aussi une façon de faire que tu peux acheter du temps. Donc ça, c'est pour gagner en temps. Sachant qu'on aura peut-être une prochaine fois une occasion de discuter sur ce qu'est la négociation. La négociation, c'est qu'une boîte à outils pour te permettre d'avoir les informations du Houda. C'est-à-dire de dire, hein, oui, certes, ils peuvent t'aider à résoudre une situation, mais c'est qu'une des briques dans ta boîte à outils Pour pouvoir arriver à l'objectif final. pour avoir aussi des informations sur ton adversaire, on en préparait tout à l'heure, préparer à chaud, de comprendre comment on réagit, de comprendre quel est son objectif, de comprendre sa psychologie, de voir où il veut aller, de comprendre géographiquement où il est, etc. Donc c'est une source énorme de renseignements. Donc renseignements et temps. Comment tu fais, par exemple, dans une opération de go fast, où là, tu vois, là, ça va vite, pour gagner du temps, ou pour que tu deviennes maître du tempo? Tu as lu dans la presse récemment qu'il y avait un bouchon qui avait été créé, je ne sais plus lors quelle opération. Ben ça, c'est quelque chose, tu gagnes du temps. D'accord, ok. Donc, à toi, après, dans ton analyse, de dire, lui, il faut qu'il aille d'un point A à un point B, parce qu'il doit arriver au point B, il peut rouler à telle allure, donc il va mettre tant de temps pour y aller, mais s'il met tant de temps pour y aller, moi, j'aurai pas le temps de me mettre en place à tel point. Donc, comment je vais faire pour le ralentir? Oui, oui, c'est. Parce que tu vois, je fais l'analogie avec le monde civil. On court tous après le temps, tout le temps. Et en fait, bah, là, comme tu l'as dit, tu es capable d'en rajouter. Tu es capable, en fait, de concentrer certaines actions. Serait quoi les conseils que tu donnerais, en fait, pour. Parce que j'ai l'impression qu'on l'oublie dans le monde civil, qu'en fait, il faut être maître du temps. C'est-à-dire qu'on essaye de. Ok, le client est pas content, vite, vite, faut. Ce qui prenait 3 jours, faut le faire en 2 heures. Alors, la première chose, c'est on revient toujours aux fondamentaux de ce qu'on discute. La préparation, ça te permet de gagner du temps. Celui qui n'est pas préparé, qui va improviser, on disait tout à l'heure, on parlait du Sénat. Bon, si j'ai un problème au Sénat, je vais au Sénat et je me dis, ah mais la porte du Sénat, comment est-elle faite? Je vais dire, ben, il faut que j'aille voir la porte, il faut que je pose des questions, il faut que je trouve le responsable des services généraux qui me pose, je lui pose la question. Bon, tu vois, là déjà, si tu t'es préparé, tu as gagné du temps. Après, la deuxième chose, c'est de voir, toi, euh, ton échelle de temps par rapport à son échelle de temps. On n'a pas tous la même échelle de temps. Quand tu as ton client, comprends quel est l'objectif de ton client et son échelle de temps. Son échelle de temps, c'est peut-être pas la tienne. Son échelle de temps, c'est de dire, moi, j'ai besoin de ça pour telle et telle raison sur mon site industriel ou dans ma ville ou dans mon entreprise. Donc, tu comprends qu'il a une deadline dans un mois ou dans 15 jours. Donc, plus tu comprends la stratégie et les inputs et les contraintes de ton adversaire, peu importe comment tu Oui, en l'appelles, fonction de l'objectif, ouais. de l'autre, plus tu peux t'adapter. Parce que son temps n'est pas ton temps. Ouais. Et ce qui, tu vois, c'est à chaque fois quand on va parler de manque de temps, forcément derrière, tu vas mettre en fait, faut que j'aille plus vite. Oui. De toute Alors façon, que le manque c'est de pas temps, c'est forcément toujours le pour but. toi, hein, c'est pas pour les autres. Ouais, c'est vrai. Tu dis, on manque de temps. Oui, je manque de temps. Tu dis pas, ouais, les autres, ils manquent de temps. Ouais, bon, non. Donc, le manque de temps, c'est d'abord toi. Donc, tu cherches désespérément comment tu peux aller plus vite. Mais c'est pas parce que tu vas plus vite que tu dois sauter des étapes. Je comprends bien. Alors, ce manque de temps, il va créer un autre phénomène, les émotions. Je vais manquer de temps, donc je vais stresser, je vais être en panique, je vais faire des erreurs. Et il y a quelque chose que vous gérez vachement bien quand même dans, dans les unités spéciales, c'est cette gestion des émotions. Comment tu fais pour rester lucide au moment où en fait tu as une sorte de chaos autour de toi? On revient à deux choses. C'est tout ce qui est en amont, qui est la formation, le collectif. Tu sais, la confiance irradie de la confiance. Quand toi, tu as confiance en toi,
que tu as confiance dans ta technique, que tu as confiance dans ta tactique, dans tes équipements, que tu as confiance dans les autres, les gens qui vont venir à ton contact vont dire waouh, tu viens de le dire, ça donne confiance. Alors la confiance ne veut pas dire de toute façon on est les plus forts, on va gagner, mais c'est simplement de dire on pose, on réfléchit et quand j'ai commencé ma formation il y a très longtemps, ma formation militaire hein, à Saint-Cyr, quand on faisait le montage démontage des armes, on mettait une arme et puis il fallait la démonter, la remonter, puis c'était chronométré. L'instructeur au début nous avait dit il ne faut jamais confondre vitesse et précipitation. Donc quand tu fais des trucs en vitesse, c'est là où tu dois prendre ton temps pour le faire, et plus tu seras habitué à le faire, et plus tu iras vite. Mais si tu veux du premier coup aller vite, la pièce va bloquer, tu vas chercher à aller en force et ça ne va pas passer. Donc la confiance irradie de la confiance, et des unités spéciales, quand elles interviennent, le donneur d'ordre qui a fait appel à l'unité spéciale, c'est parce qu'il est débordé, le pauvre. Il n'a pas d'autre solution que de faire appel à cette unité spéciale. Donc si elle arrive et qu'en plus, elle irradie du stress, le mec il va être doublement stressé. Ça va pas le faire. Donc si elle arrive et qu'elle génère de la confiance, le gars il dit ah, a priori ça va être super dur, je stresse, mais bon, Ouais, déjà, tu arrives à j'ai le descendre. meilleur chirurgien pour m'opérer, a priori on a toutes les chances de notre côté. Ouais, exact. Émotionnellement, la personne se sent bien. Voilà. Et après, les gens sont habitués à travailler sous tension, c'est-à-dire à travailler dans l'incertitude. Toujours, toujours, toujours. Et dans l'incertitude, repose-toi sur ce qui sont tes générateurs de confiance, c'est-à-dire la préparation, tes compétences acquises, le fait que tu sais travailler en collectif. Comment tu fais pour... Tout à l'heure, tu parlais des émotions. Parce que tu es humain, au final, tu les as. Cette peur, crainte, inquiétude, enfin, pas mal de choses qui vont... Comment tu fais pour les gérer, en fait? Pour être se reposer, parce que là, c'est... Oui, en théorie. Mais dans la vraie vie, c'est comme prendre un coup. Ça fait mal. Donc tu peux te rappeler tes acquis, mais comment tu fais pour gérer ces émotions-là? Et tu l'as dit, ça fait mal, mais plus tu t'entraînes, quand tu t'entraînes très fort, et je sais que tu t'entraînes fort, tu as mal. Peu à peu, ton corps s'habitue à travailler dans la douleur. Et travailler en isométrie, c'est justement pour apprendre à travailler Mm. le muscle avec de l'acide lactique. Ben, c'est la même chose. C'est-à-dire que on apprend à la personne à travailler dans ces situations qui sont des situations qui, vues de l'extérieur, sont déstabilisantes. Mais vues de l'intérieur, finalement, on ne va pas dire que l'exceptionnel, c'est la routine. Mais c'est un peu ça quand même. Oui, c'est... Ok. Donc les gens sont dans leur job. Leur job, c'est exceptionnel, vu de l'extérieur. Mais quand tu y es, tu ne penses que c'est de l'exceptionnel que quand tu le vois avec les yeux des autres. Oui, quand tu es dedans, c'est... Ok, cette Tu- émotion est là, je sais qu'elle a l'habitude d'être là, Voilà. je la dissocie, mais ça enlève pas mes J'ai compétences. l'habitude de travailler dans ce genre d'ambiance très acide, très instable, etc. Mais je suis bien équipé pour le faire. Ouais, c'est accepter l'émotion, Tout peur à ou fait. autre, mais je sais qu'elle est normale dans cette Tout à fait. situation-là. Comment tu fais pour faire la différence entre les gens qui vont paniquer et ceux qui vont agir sous l'émotion? Mais enfin, pas forcément agir ou décider. Alors, ça, on est totalement inégaux là-dessus. Il y en a qui sont forts, il y en a qui sont faibles. Apprendre à réagir dans ces situations-là, on peut l'apprendre à tout le monde. Sauf que le niveau que tu auras dépendra de ton niveau de départ. Si ton niveau de départ il est 20, tu ne passeras pas à 120. Mais si ton niveau de départ est à 80, je t'amènerai à 120. Alors comment fait-on pour faire ça? C'est très simple, pendant la formation qui est la formation initiale, tu fais deux choses. Tu exténues les gens physiquement et tu les empêches de dormir. Ok. Et dans ce cas-là, quand en plus ils vivent dans l'incertitude de savoir si on va aller dormir, on va aller prendre une douche chaude, ou bon, ils savent pas, la situation dans laquelle ils vivent se rapproche fortement de la situation de stress dont tu parles. Et donc tu vas les apprendre à vivre ça au quotidien,
et à travailler dans cette ambiance-là, cette ambiance délétère. Enfin, délétère. Cette ambiance très particulière. Donc, tu vas générer chez eux l'extrême fatigue et le manque de sommeil. Ça aboutit un peu pour l'être humain à la même situation. Tu es irritable, t'as envie de t'arrêter, le culte de la mission. Euh, donc tout ça fait que tu te rapproches de la situation réelle et en fait, ben, on t'entraîne à travailler dans ce, dans ce climat physiologique. Ouais, si je fais, c'est marrant. Si je fais un transposage, tu vois, au monde entrepreneurial, tout à l'heure tu parlais de vitesse et précipitation, ça me fait penser, tu vois, à certaines erreurs de start-up qui veulent des clients très rapidement et du résultat très rapidement, mais qui sont dans la précipitation, ça va marcher, mais ils sont pas allés vite. C'est qu'en fait leur business model n'a pas été testé. Et en même temps, bah là, ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait les gens n'ont pas été, pas formés, mais entraînés, tu vois, à cette incertitude, parce que il n'y a pas pire dans le monde entrepreneurial que une startup où ton produit, ainsi de suite, enfin tout va très vite et tout est incertain, à gérer les émotions et à se dire, ok, est-ce que je peux décider et agir dans ces environnements-là? Hmm. Ça, dans ce monde d'incertitude, il te faut des points de référence, des bouées sur lesquels tu puisses t'accrocher, et sachant que tu ne veux pas diminuer toutes les sources de stress. C'est impossible, c'est des Il raisons faut externes. Tu peux... simplement essayer d'en enlever de plus en plus. Et après, ben, on dit on travaille sainement ou sereinement. Ben, c'est ça en fait. Tu vois, c'est que les gens aient l'impression que ils sont dans un univers mieux contrôlé. Inversement, il y a un moment où ça peut aussi endormir de penser que, de toute façon, tu maîtrises tout. Et c'est ce que j'allais dire, c'est que t'en as beaucoup qui sont, tu vois, pour... Il y en a qui vont te dire, il te faut une charge mentale basse, et d'autres qui vont te dire, non, il te faut une charge mentale élevée. Il faut que tu vives avec. Parce qu'en fait, ça va t'entraîner à devenir meilleur. Une charge mentale basse, en fait, te garde dans cette zone de confort et la régression, enfin, stagnation égale régression. Alors, tu sais, la phrase, même si je l'aime pas trop, elle est bien connue, c'est sortir de sa zone de confort. Sauf que dans le cas précis, on habitue les gens à être dans l'inconfort. Dans l'inconfort constant, ouais. Après, être dans l'inconfort permanent, au bout d'un moment, peut être confortable parce que les gens trouvent que finalement ils sont dans le rouge, mais ils sont habitués à être dans le rouge. Là, la marche suivante, c'est l'humilité qui est fondamentale. C'est-à-dire de dire à la chanson de gamin, hein, oui, je sais que je ne sais pas. C'est-à-dire de dire, ok, je suis face à quelqu'un, il n'y a qu'après qu'on dira qu'il n'était pas fort. Même une petite opération peut être une grosse opération, et tu peux avoir un mort en opération, sur ce qui serait peut-être une toute petite opération. Il n'y a qu'après que tu dis. Donc cet inconfort peut être... bah, les gens, ils sont habitués à travailler avec le goût de l'effort. Bah, ça ne les dérange pas d'être vivre dans le stress, etc. Inversement, ils peuvent soit y prendre goût, et là aussi il faut faire, il ne faut pas qu'on ait été tête brûlée. Et la deuxième chose, c'est de dire, ben non, regarde, tout le monde dit qu'on est champion du monde, oui, on est champion du monde, et le lendemain, ben, tu perds contre une équipe de cinquième division. Oui, c'est tous les biais extérieurs cognitifs. Voilà.